Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où l'on va découvrir les attaques sur le protocole IPv6 et on va aussi découvrir malheureusement que ce protocole n'est pas aussi sécurisé que l'on puisse croire. Tout d'abord, nous commencerons par une petite introduction, suivie par une petite discussion légère ou un rappel sur les principes de l'IPv6, notamment sur la partie adressage. Nous verrons ensuite différentes attaques sur l'IPv6 extrêmement intéressante, suivie par certaines méthodologies de défense à appliquer. La meilleure d'entre elles serait de ne pas déployer l'IPv6 le temps que ce protocole puisse gagner une certaine maturité. Aujourd'hui, on remarque beaucoup de discussions sur l'IPv6 et sur la migration relativement à ce protocole. Moins qu'avant, certes, mais c'est toujours d'actualité. C'est quelque chose d'extrêmement important, de primordial dans le sens où on a quasiment consommé la plupart des adresses disponibles sur le net. C'est déjà le cas pour l'Asie par exemple. L'Europe est en route aussi pour consommer l'ensemble des adresses qui lui sont réservées. L'IPv6 a été principalement créé pour pouvoir résoudre le problème de la consommation d'adresses IP, vu qu'on a, comme on vient de le citer, consommé la plupart des adresses disponibles. l'IPv4 est donc en surcharge et on a besoin de cette migration. Les chercheurs ont aussi pris en considération le fait de la nécessité de disposer de plus de sécurité, c'est-à-dire une sécurité native qui peut être mise en place grâce à l'IPv6 avec une certaine flexibilité, résolvant ainsi les différentes problématiques qu'on a pu avoir au niveau de l'IPv4. Et malheureusement, la sécurité parfaite n'existera jamais et l'IPv6 est le meilleur exemple dans ce sens, que ce soit au niveau de la pile protocolaire en soi, de son implémentation ou encore de la migration ou du support sécurisé. À savoir que jusqu'à aujourd'hui, une migration majeure de l'Internet vers l'IPv6 n'a toujours pas eu lieu. Même si aujourd'hui nous sommes à l'aube d'une carence d'IPv4 et on a principalement l'objectif principal de l'IPv6 étant de pouvoir fournir un espace d'adressage étendu, 128 bits à la place de 32 bits. En Asie, il n'y a plus d'adresse IPv4 disponible depuis 2011 et l'Europe est en route vers ce même cas. Bien sûr, l'IPv6 se heurte à plusieurs challenges pour pouvoir être déployé. Que ce soit le problème de culture, de confiance, les peurs et les réticences en matière de sécurité et de fiabilité, vu que personne n'a vraiment ou n'a jamais vraiment testé amplement ce protocole. Ce protocole voulant être un protocole plug and play est normalisé, ou a été normalisé entre 1995 et 1998 sous la RFC numéro 2460. L'IPv6 est le protocole Internet de nouvelle génération. Et grosso modo, la plupart des considérations de sécurité sont les mêmes en IPv6 qu'en IPv4, car ils fonctionnent selon les mêmes principes. Bien sûr, il reste quelques spécificités au niveau de l'IPv6. Comme on l'a cité, il existe plusieurs points communs entre l'IPv4 et l'IPv6. Bien sûr, au niveau de l'IPv6, on retrouve plusieurs points en plus, c'est-à-dire des fonctionnalités nouvelles et notamment un adressage étendu à 128 bits, qui était d'ailleurs une des raisons principales de pouvoir donc créer et choisir de mettre en place et de déployer ce protocole. L'entête, elle, est simplifiée et fixée à 40 octets. On dispose aussi du multicast au lieu ou à la place du broadcast, qui représente un immense avantage dans un réseau. Ce qui veut dire qu'à la place d'utiliser du broadcast, où le paquet va être envoyé à tous les autres connectés sur le même réseau, au niveau du multicast, le paquet va être envoyé seulement aux machines ou aux destinataires légitimes. Ce qui va nous permettre de gagner en rapidité, mais aussi en sécurité. On a aussi la disposition de sous-protocoles ND pour Neighbor Discovery, donc, ce qui permet de faire des découvertes des voisins et ça permet une meilleure gestion de la mobilité et du changement de prestataire. Il se veut aussi être un protocole complètement plug and play.
c'est-à-dire et principalement c'est des éléments sur différents points comme une autoconfiguration automatique sans état, ce qu'on appelle du Slack, une annonce de préfixes dans les routeurs advertisement et des alternatives pour configuration de DHCP en mode stateful et stateless. Et enfin, donc, un algorithme ou l'implémentation d'un algorithme de détection d'adresses dupliquées, une détection automatisée de l'inaccessibilité des voisins. Ces différentes fonctions n'existent pas en IP. Avant de pouvoir continuer, il est nécessaire de comprendre certains éléments au niveau de l'IPv6 en termes d'adressage. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les adresses link locales. C'est les nouvelles adresses APIPA, donc l'Automatic Private IP Addressing. Entre autres, ils ne sont pas routables et c'est l'équivalent d'adresses privées. Ensuite, on a ce qu'on appelle, donc là c'est pour les links locales, ok, ce qu'on appelle les uniques locales. Donc les unique local unicast address. C'est ce qui va être comparable aux adresses IPv4. Mais cette fois-ci privé. L'équivalent pour le link local, donc dans le monde de l'IPv4, donc de cette adresse-là, est le 169.254.0.0. Ensuite, on a ce qu'on appelle la Global Unicast. La Global Unicast Address est comparable à l'adresse IPv6 publique. Et enfin, on a le Node Local, ou ce qui va être relatif, ou ce qui va être équivalent à une adresse loopback. On peut récupérer notre adresse IPv4 ou IPv6, aussi d'ailleurs, en utilisant un petit ifconfig. Donc à ce moment-là, vous pourrez voir votre adresse IPv6 ici. Sinon, en fait, vous pouvez simplement le faire en rajoutant un petit grep inet6 pour récupérer cette dernière. Il existe l'équivalent d'un ping en IPv4, donc au niveau de l'IPv6, qui se nomme ping 6. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'à ce moment-là, ce ping 6 ou ping 6 va se charger de faire la même chose qu'un ping, mais pour les adresses IPv6. À ce moment-là, on peut le faire par exemple sur notre adresse link locale, comme qui suit, ce qu'on a découvert préalablement. Et à partir de là, on aura les éléments suivants. Donc, c'est-à-dire vraiment, c'est les mêmes réponses ou quasiment les mêmes réponses que sur un ping traditionnel. On peut aussi rajouter le nombre de paquets qu'on souhaite envoyer comme ceci. Il est conseillé au fur et à mesure que vous faites vos analyses de pouvoir lancer un petit Wireshark pour voir un petit peu et toujours ce qui se passe. Donc d'ailleurs j'ai oublié de l'exécuter au mode sudo. Donc je lance mon écoute sur l'adresse loopback, je reviens et je refais mon petit élément ou mes petits pings. Vu que c'est une adresse de link local, c'est normal qu'on puisse voir ceci. En effectuant une écoute sur notre carte réseau et 0, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, on devra voir exactement la même chose. Il n'y aura rien qui va vraiment changer puisqu'on va passer par cette interface là. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement le cas. Et en fait d'ailleurs, là, le protocole qui va être utilisé dans ce sens, c'est l'ICMP mais version 6 ou l'ICMP v6. Et là, on voit un petit peu les messages qui sont envoyés et le retour qui le sont aussi. Encore une fois, juste pour bien spécifier les choses, ceci est une formation de découverte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir redécouvrir tout ça amplement, plus en détail, au niveau de la formation avancée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à pouvoir m'en faire part par la suite. Pareillement ici, je peux aller vers ma machine Ubuntu, récupérer son adresse IPv6 et effectuer un petit ping sur cette dernière. Donc je vais juste relancer mon petit Wireshark pour me faire ma petite écoute et voir un petit peu comment cela se passe. Donc je reviens et j'exécute ma petite commande et là je vois que les réponses ont bel et bien été effectuées. Les requêtes d'envoi ou les ping request et reply. Donc je peux faire un petit filtre sur ma partie ICMPv6 et on voit bien les différentes requêtes, donc c'est-à-dire les requests et les replies qui sont envoyés, donc c'est-à-dire les réponses qui le sont. Incluant les router advisement,
donc on a spécifié tout à l'heure lors de la partie théorique, qui sont aussi envoyés à travers l'ICMP V6. Au niveau de nos labs, nous allons aussi utiliser une suite d'outils très intéressante pour la partie attaque. Il existe plusieurs toolkits qui peuvent être utilisés, notamment le THC IPv6 qui fait partie des plus intéressants et qu'on va voir de manière introductive aujourd'hui, mais aussi de manière plus avancée par la suite. Scapy, la légendaire librairie pour créer, forger des paquets et ce qui nous permettra de faire de l'attaque aussi, ou encore Nmap6 qui permet de pouvoir effectuer du scan. Et la seule différence, c'est qu'avec l'option -6, on peut récupérer le résultat sur une adresse IPv6 et enfin le bon vieux tcpdump avec Wireshark pour l'analyse de trafic. Pour pouvoir installer cette suite d'outils, il suffit d'utiliser la commande sudo apt-get install thc IPv6. Maintenant que c'est fait, vous allez retrouver un ensemble d'outils nommé atk6- et à partir du tiret, en fait, vous avez tous les outils qui sont destinés à attaquer la partie IPv6. Parmi ces outils-là, il y a l'outil Alive6 qui permet de pouvoir effectuer une analyse de votre réseau pour récupérer les différentes machines qui sont connectées, mais aussi disponibles et accessibles sur le réseau. C'est l'équivalent, si vous souhaitez, d'un petit ping sweep. On va lancer Wireshark pour voir un petit peu ce que ce dernier effectue. Et je lance donc mon ping sweep, entre parenthèses, sur le réseau ETH0. Je reviens ici et on voit bien qu'il va pouvoir envoyer donc tout simplement un petit ping sweep à différentes adresses et attendre les différents résultats qu'il va pouvoir recevoir. Vous pouvez aussi opter vers plus de passivité en utilisant la commande atk6-passive discovery qui elle à ce moment-là va passer par du neighbor discovery et advertisement pour pouvoir récupérer pour pouvoir analyser votre réseau et détecter des hôtes disponibles et donc des hôtes présents sur ce dernier. À savoir que à ce moment-là, ce qui va être aussi très intéressant, c'est qu'au niveau des réseaux informatiques, généralement aujourd'hui, l'IPv6 est actif par défaut. Relativement à l'IPv6, la stack des différentes catégories d'attaques est extrêmement diversifiée. On retrouve effectivement le même type d'attaque traditionnellement qu'on retrouve au niveau de l'IPv4 et même plus. Des différentes attaques de type reconnaissance, mail in the middle, déni de service, sniffing ou encore spoofing sont à prendre en considération. Que ce soit au niveau local ou encore même des attaques qui peuvent toucher le routage extérieur. Intérieur et bien évidemment la partie LAN. Il y a aussi plusieurs faiblesses et vulnérabilités protocolaires à prendre en considération, notamment sur du Slack, de l'ICMPv6, des protocoles comme du NDNS, du RA. Donc d'ailleurs, c'est un des éléments qu'on va pouvoir découvrir ensemble au niveau de notre lab dans quelques instants, sur le protocole DNS ou encore DHCPv6, sans oublier les mauvaises configurations lors des déploiements, la sécurisation des machines, des switches, et la prise en considération d'une stratégie de sécurité relativement à l'IPv6 au niveau de sa PSSI. Et au niveau de notre lab, nous découvrirons une des attaques les plus anciennes, mais aussi qui marche très bien jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a d'ailleurs étonné, c'est la RA attaque. Donc RA pour Router Advertisement ou message d'annonce de routeur. Dans un déploiement IPv6, les routeurs diffusent régulièrement des messages d'annonce de ce routeur. C'est ce qu'on appelle Router Advertisement pour annoncer leur disponibilité et transmettre des informations aux nœuds voisins qui leur permettent d'être automatiquement configurés sur le réseau. Quand une machine reçoit ce type de paquet, il y a donc un certain traitement qui va être fait et donc une certaine consommation au niveau du processeur. Des attaquants peuvent donc provoquer un déni de service en envoyant une grande quantité de paquets RA jusqu'à rendre hors service ces dernières. Suite donc à une consommation assez élevée du CPU. Pour effectuer une RA attaque, c'est vraiment très simple. Déjà, c'est déjà arrêté. Je vais arrêter l'écoute avec Wireshark pour voir à quoi ça va ressembler. Je fais mon ATK6 et cette fois-ci, flood router 6, espace et ensuite le nom de votre interface. Donc avant de pouvoir exécuter l'attaque, je vais donc tout simplement relancer mon petit Wireshark. J'ai deux petites machines virtuelles qui sont lancées et je vais donc tout simplement exécuter
le gestionnaire de tâches pour voir le niveau de consommation au niveau du CPU ainsi que sur ma machine locale. Donc vous voyez bien que c'est 12% au niveau de ma machine locale et quasiment la même chose au niveau des machines virtuelles. J'exécute cette attaque, sachant que, attention, cette attaque peut avoir des dégâts assez dévastateurs. Donc là, on voit les router advertisements qui sont envoyés via IPv6. Et dès que c'est exécuté, donc déjà là, je commence à avoir des bugs directement. Donc là, je vois un petit peu mes différentes machines. Donc là, regardez, ma première machine crash. Et la machine ou ma machine locale, donc on voit bien quasiment que les ressources passent à 100% de consommation. Ce qui est vraiment assez hallucinant parce que c'est une toute nouvelle machine, que mon processeur c'est un i9 et que quand même on arrive à faire crasher des machines très récentes. Celle-ci elle répond même pas, la VM, et là en local c'est quasiment tout mon processeur qui est en train d'être disons bouffé par l'attaque. Donc dès que je vais finir cette dernière, mon processeur va redescendre à une vitesse normale. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez efficace comme approche. Il existe de nombreuses catégories de méthodologies défensives que vous pouvez mettre en garde au niveau de vos switches pour pouvoir vous protéger contre les attaques IPv6, notamment du DHCP V6 Guard, Shield ou encore du RAGuard relativement aux attaques rares qu'on vient de voir. Les DHCP V6 Guard et Shield, c'est surtout pour pouvoir se protéger contre les attaques Flooding, Rogue DHCP V6 par exemple, mais aussi il y a quelques plateformes ou quelques UTM qui fournissent des Rogue Device Detection qui permettent de détecter les périphériques effectuant ces attaques. Ne pas déployer l'IPv6 peut être représenté en tant que tel comme mesure de sécurité appliquée, sans oublier bien sûr les mesures de sécurité traditionnelles. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.